Ouvrez ce putain de détroit, bande de fous furieux, ou vous vivrez en enfer, vous verrez bien. Loué soit Allah. Tout commence par un flash, un point lumineux dans le ciel, puis une explosion. Un chasseur F-15 américain disparaît des radars. À son bord, un pilote publie des messages triomphants. Il parle d'un miracle, d'une opération de sauvetage parmi les plus audacieuses de l'histoire moderne. On y voit des épaves, des avions au sol, des explosions secondaires. Et leur message est clair, l'Amérique n'a pas mené une opération héroïque, elle aurait subi un revers. Deux capitales, deux récits opposés, deux narrations soigneusement construites. Alors, qui dit la vérité? S'agit-il d'un sauvetage spectaculaire et détruire son propre matériel sur place? Pourquoi tant de silence autour des pertes exactes? Et surtout, pourquoi un ultimatum mondial quelques heures plus tard? Ce que vous allez découvrir, ce ne sont pas seulement les images d'un crash, ce sont les 36 heures qui ont peut-être marqué la fin d'une illusion, celle de l'invulnérabilité. Ce qui s'est joué pendant ces 36 heures, dans l'algorithme. Revenons à l'instant précis du crash. S'éjecter d'un McDonnell Douglas F-15 Eagle à plus de 2000 km/h, ce n'est pas une scène de cinéma. C'est une violence mécanique brute. Au moment de l'éjection, le corps encaisse une accélération pouvant atteindre 14 à 16 G. Concrètement, votre poids est multiplié par 16, vos poumons se compressent, votre vision se rétrécit, votre colonne vertébrale encaisse un choc que peu d'organismes supportent sans séquelles. En moins de 2 secondes, tout se joue, l'explosion du siège, le souffle du vent, puis le silence, un silence brutal. Quand le parachute s'ouvre, le pilote n'est plus un soldat en mission, il est un homme seul, blessé, désorienté, au-dessus d'un territoire hostile. Il touche le sol dans les montagnes escarpées de la province d'Ispahan. Ici, l'altitude dépasse les 2000 mètres. L'air est sec. Son objectif n'est plus de combattre. Son objectif est simple, ne pas être trouvé. Malgré la douleur, possiblement des côtes fissurées, des vertèbres compressées, il se met en mouvement, pas vers une ville, pas vers une route, vers les hauteurs. Pourquoi? Parce que dans une traque, celui qui contrôle la vue contrôle le temps. Il grimpe lentement, chaque pas est une décision, chaque respiration brûle. Il atteint une crête rocheuse, puis disparaît dans une faille naturelle, une crevasse à peine visible depuis les airs. Il vient de transformer la montagne en bunker. Dans son kit de survie, rien d'extraordinaire, une radio de secours cryptée, un couteau, un garrot, quelques rations, de l'eau, pas de technologie miracle, pas d'exosquelette, pas de drone personnel, juste l'entraînement et le silence. Parce qu'à cet instant précis, il le sait, il est devenu un symbole. Pour Washington, il représente l'honneur militaire. Pour Téhéran, il représente un trophée stratégique. Les gardiens de la Révolution savent qu'un pilote capturé vaut plus d'appareils redéployés, ravitailleurs, chasseurs d'escorte, avions de transport au cœur du dispositif, les Navy Seals, les mêmes unités qui avaient été engagées lors de l'opération contre Oussama Ben Laden. Le message est clair, on ne laissera personne derrière. Des Lockheed C-130 Hercule survolent la zone, capables d'insérer rapidement des équipes au sol, capables aussi d'extraire sous pression. Mais au-dessus des montagnes, une autre bataille commence, une bataille invisible. Selon plusieurs sources, des signaux contradictoires circulent, de fausses pistes radio, des coordonnées brouillées. L'objectif supposé, semer le doute dans les rangs des gardiens de la Révolution. Car chaque minute gagnée est une minute qui évite une capture. Et une capture aurait changé la donne mondiale. Mais un sauvetage de cette ampleur a un prix. Humainement, l'opération est présentée comme un succès. Matériellement, c'est autre chose. Des images satellites et des vidéos locales montrent des épaves. Ça n'était pas sous contrôle total. Et là, on ne parle plus d'une simple extraction. On parle d'un affrontement direct, limité dans le temps, mais extrêmement dangereux. 36 heures, un pilote, des dizaines d'appareils et deux puissances à quelques décisions d'une escalade incontrôlable. Le pilote est exfiltré, mais la séquence militaire laisse place à une séquence politique. Quelques heures après l'opération, Donald Trump reprend la parole. Ton ferme. Ultimatum clair, échéance précise, mardi 20h. Le message vise directement Téhéran, rouvrir immédiatement le détroit d'Ormuz et revenir sur ses capacités nucléaires. Ce n'est pas un détail, le détroit d'Ormuz concentre une part majeure du transit pétrolier mondial. Le bloquer, même temporairement, suffit à faire trembler les marchés. La réponse iranienne est tout aussi ferme, pas de concessions sous pression et un avertissement, toute frappe sur les infrastructures énergétiques entraînerait
préparer une riposte régionale. À ce stade, le conflit dépasse le militaire, il devient économique et une guerre économique peut parfois faire plus de dégâts qu'une frappe aérienne. Une question reste en suspens, comment un pays sous sanctions depuis des années soutient indirect de grandes puissances? On parle de partage de renseignements, de surveillance satellite, de capacités de brouillage électronique plus sophistiquées qu'anticipées. Dans l'ombre, les relations entre Téhéran, Moscou et Pékin se sont intensifiées ces dernières années. Russie, Chine, pas nécessairement une alliance militaire formelle, mais un alignement stratégique. Cela change tout. Parce que si l'espace aérien iranien bénéficie d'un appui technologique externe, alors l'équilibre régional devient un équilibre multipolaire. Et dans un monde multipolaire, chaque opération locale peut déclencher des répercussions globales. Pendant que les tensions montent à l'extérieur, une autre pression apparaît à l'intérieur. À Washington, le débat s'intensifie. Donald Trump affiche une posture de fermeté, mais une partie de son électorat s'interroge. Le coût potentiel d'une escalade est colossal, budgétaire, économique, humain. Certains soutiens historiques, notamment parmi les vétérans, redoutent un engrenage, pas nécessairement une guerre totale, mais une succession d'opérations limitées, coûteuses, difficiles à justifier. Dans un contexte d'inflation et de tension sociale, chaque décision militaire a désormais un prix politique immédiat. Le sauvetage du pilote peut être présenté comme une victoire tactique, mais stratégiquement, la question est plus complexe parce qu'une superpuissance ne se mesure pas seulement à sa capacité à intervenir, elle se mesure à sa capacité à éviter l'escalade. Alors, que retenir de ces 36 heures? Pas seulement un crash, pas seulement un sauvetage, un signal. Les États dans un monde connecté, multipolaire, technologiquement partagé, la force brute ne suffit plus. La supériorité se joue aussi dans le brouillage, dans l'économie, dans la communication, dans la perception. Et c'est là que se trouve le véritable point de bascule, parce que mardi 20h n'est pas seulement un ultimatum diplomatique, c'est un test de crédibilité, un test de retenue, un test d'équilibre mondial. La question est désormais posée, escalade contrôlée ou engrenage incontrôlable? Les prochains jours seront décisifs. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, simple posture stratégique ou véritable préparation à la frappe. Pour recevoir le débriefing complet dès que de nouveaux éléments tombent, abonnez-vous. Ici, on ne dramatise pas l'actualité, on l'analyse. C'était Oxiem, on reste attentif.